Alors, il y avait monsieur, je ne sais pas qui a le micro, allez-y. Oui, Éric Mazeillac, laboratoire Janssen-Silac. Je voudrais revenir à notre question initiale, dépenses, croissance, qui a été abordée jusqu'à présent, en tout cas en termes très objectifs. Et je voudrais, si vous le permettez, pouvoir l'aborder en termes de perception. Et de ce point de vue-là, vous invitez à faire le parallèle avec l'écologie. Pendant de nombreuses années, l'écologie nous a été présentée comme essentiellement coûteuse, une dépense, certes orientée vers un objectif noble et généreux, mais une dépense, voire même luxueuse. Or, il se trouve que tout récemment, et notamment à la faveur de la crise, l'écologie devient un formidable facteur de croissance. J'aimerais que vous nous expliquiez quel a été ce déclic qui a fait passer la perception de l'écologie d'une perception de coût à une perception de croissance. Est-ce que la santé appellerait à la venue d'un Nicolas Hulot? Est-ce qu'il faut nous faire peur avec un réchauffement climatique sanitaire? Est-ce que l'on manque de perception collective? Ça a été un peu abordé tout à l'heure, d'enjeux de la santé. Quel est votre diagnostic? Autrement dit, est-ce que Philippe Aghion est à la santé ce que Nicolas Hulot est à l'écologie? Oui, je vous donne tout de suite. J'ai travaillé aussi sur l'écologie, donc en fait, j'ai fait un papier là cette année sur l'environnement avec Acemoglu. Vous voyez, on critique Acemoglu là sur la santé, mais j'ai fait un papier avec lui là sur environnement et croissance. Et justement, une des nouveautés, justement, ce qui a été changé, c'est qu'au début, quand on parlait de ressources épuisables et d'environnement, on avait une vision malthusienne. C'est-à-dire qu'on disait les ressources sont épuisables, donc on doit aller vers la croissance zéro. Vous vous souvenez un peu les débats sur la croissance zéro? C'était de dire, voilà, il y a un choix. La croissance, eh bien, on épuise les ressources, et donc, ou bien on détruit l'environnement, et donc il faut à un moment donné eh bien, se préparer à la croissance zéro. Et puis finalement, on a découvert un jour l'innovation. C'est-à-dire qu'on a découvert qu'en fait, l'innovation, quand on est dans une croissance qui ne repose pas juste sur l'accumulation de capital, mais sur de l'innovation, eh l'innovation, elle peut être verte, l'innovation. Et on peut en fait faire des politiques qui la rendent verte. Et donc il y a tout un débat maintenant en fait sur des politiques qui vont diriger le changement technologique vers du propre en fait. Et maintenant, donc, il y a tout un rebondissement. Et là, j'ai travaillé, moi, toute l'année, enfin, en grande partie, je me suis partagé entre la santé et l'écologie, et travaillé sur comment les coûts-bénéfices, en fait, comment on revoit le débat sur les taux d'escompte et les coûts-bénéfices quand on prend en compte le fait qu'avec une politique environnement, eh bien, on suscite du progrès technique qui n'avait pas existé. Par exemple, quand il y a eu le choc pétrolier, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les pays qui n'avaient pas de pétrole se sont mis à avoir des idées et se sont mis à innover. Et on voit, il y a de l'évidence empirique. Et on peut, en fait, diriger ce mouvement. On peut utiliser ça comme une force et en fait générer de la croissance nouvelle. Et c'est ce que Obama va faire avec les voitures. Obama, qu'est-ce qu'il a comme je ne suis pas son porte-parole, hein, mais qu'est-ce qu'il... Je l'aime bien, oui. Qu'est-ce qu'il va faire avec General Motors? Il dit, moi, je veux bien mettre du capital, mais je veux restructurer, je veux qu'il fasse des voitures propres. Je veux diriger le changement technique. Et je crois que dans la santé, il faudra arriver à quelque chose d'un peu semblable, c'est de dire, je suis prêt à dépenser, mais évidemment, je veux m'assurer que ça va aller, évidemment, en priorité vers les éléments qui sont le plus générateurs de croissance. Si, par exemple, on dit que c'est l'aspect cognitif qui est très important, alors évidemment, il va falloir mettre les priorités, disons, de ce que je dépense en plus dans ce qui est, ou comme ce que j'ai fait sur l'éducation supérieure, je dois mettre là où les études vont me montrer que les gains de croissance sont les plus évidents. De la même manière que dans l'environnement, je dis, eh ben, je dois diriger les subventions à l'automobile vers des automobiles propres et diriger le changement technique. Il y a vraiment cette idée qu'on peut influer. L'innovation est une activité de marché, mais je peux influer sa direction par la façon dont je mets en place la politique. Et ça, c'est une force extraordinaire quand on sait. Attendez, une seconde. Je sais que Gérard Pouville, Christian Saut, M. Vigneron veulent intervenir, mais il y a... Hein? Bon, alors allez-y. Ouais. Non, c'est juste... Bon, je pense qu'il n'y a pas la même... Il n'y a certainement pas la même perception du caractère, disons, il y a des manifestations visibles des changements climatiques avec un aspect catastrophique fin du monde qui joue beaucoup dans l'écologie, qui joue moins dans la santé. Et je pense que dans la santé, je pense que pas mal, y compris l'industrie, reconnaît aujourd'hui que la phase des 20 dernières années était à la fois extraordinaire, mais en même temps aussi de progrès, de plus en plus en fait de progrès incrémentaux petits, je dirais, avec pas forcément des apports majeurs, si vous voulez, en termes de breakthrough
sur les progrès en matière sanitaire. Il y a quand même une perception, et dans l'industrie aussi, d'essoufflement quand même de la capacité d'innovation de l'industrie. Hein, il y a quand même cette perception. Donc il y a, et avec des contraintes financières de plus en plus importantes. Donc on n'a pas l'impression, on dit c'est tout ça, le progrès technique, c'est des coûts, etc. En fait, c'est pas ça qui est derrière, c'est pas l'histoire du coût, parce que sinon on abandonnerait l'investissement dans le système de protection sociale. Le système de protection sociale et la croyance qu'on a dans le système de protection sociale, c'est que c'est un élément indispensable de la solidarité et de la cohésion sociale d'une part, et un facteur évident en fait en termes de croissance économique, de bien-être de la population, etc. C'est pas remis en cause, ça. Ce qui est remis en cause aujourd'hui, dans le fond, c'est la perception au fond que le rendement de ce système, et éventuellement le rendement effectivement d'un certain nombre d'innovations est moins important qu'il ne l'a été il y a 50 ans. Alors c'est vrai qu'on fait jamais un espèce de bilan en se disant au fond c'est un peu les études que j'ai présentées. C'est cet investissement qu'on a fait par exemple pendant 20 ans les maladies cardiovasculaires a eu un rendement quand même assez colossal en matière d'années de vie gagnées, mais pas simplement d'années de vie gagnées, de qualité de vie. De qualité de vie en général, de maintien d'une population en bonne santé. On oublie un peu ça quand on fait ça, mais je pense que c'est cette idée au fond d'un rendement décroissant aujourd'hui de l'innovation en santé qui est problématique. Hein. Et on ne voit pas, les biotech et les nouvelles thérapies ciblées font apparaître des promesses assez fantastiques, mais pour le moment à des coûts relativement élevés, et puis sur des petites niches de population. Et vous savez autant que moi, dans l'industrie aujourd'hui, finalement, le divorce qu'il y a, c'est l'impression qu'il y a un peu un divorce entre ce qu'il y a dans les pipes de l'industrie et ce qui est ressenti comme des besoins non satisfaits au niveau effectivement des besoins de la population, aux besoins d'innovation thérapeutique. Et c'est ça qu'il faut remarier, quoi. C'est ça qu'il faut arriver à remarier. Si on arrive à le remarier, parce que potentiellement, alors il va y avoir aussi peut-être une période de traversée du désert, mais potentiellement, quand on pense à ce qui est en potentialité aujourd'hui, en recherche fondamentale, d'une part, et puis en recherche-développement dans les labos, c'est des vecteurs potentiels d'amélioration de l'efficience qui sont absolument colossales. Je veux dire, pensez à la thérapie cellulaire, effectivement. Pensez au vrai développement de la médecine personnalisée, avec l'augmentation de l'efficience des traitements anciens que permettrait la médecine personnalisée, par la capacité, effectivement, on commence à se dire... je ne sais pas qui c'est pas moi. Moi, j'ai entendu il y a 2 ans un professeur canadien qui travaillait sur de la pharmacogénomique, en fait, hein, et qui montrait qu'on commençait à se dire on commençait à savoir identifier, par exemple, parmi les patients hypertendus, quels étaient ceux qui répondaient bien aux diurétiques, aux sartans, aux IEC. Donc, on commence, je pense qu'on est dans une nouvelle ère. On attend avec impatience de progrès thérapeutiques relativement majeurs parce qu'ils vont complètement changer en fait le fonctionnement du système de soins et probablement apporter des gains d'efficience majeurs. Donc mon sentiment, moi, c'est plutôt qu'il y a au fond, on est un peu désabusé par rapport à ce que l'innovation thérapeutique apporte. On a l'impression qu'on est en rendement décroissant là-dessus et qu'on a besoin de réinvestir là-dessus, c'est clair. Christian Saut et ensuite Emmanuel. 2 secondes pour compléter la réponse de Gérard. Je pense qu'effectivement, si on veut avoir dans la santé le même mouvement de crédibilisation qu'on a eu sur l'écologie, c'est en regardant la qualité de vie. Gérard vient de traiter la qualité de vie des personnes malades. Si on peut mettre plus d'argent dans les innovations thérapeutiques ou dans les innovations dispositives, c'est parce qu'en face, on a de la qualité de vie. Et puis de l'autre côté, il y a l'autre partie qui est la limitation des incapacités. La bonne vie sans incapacité, c'est le fameux 0,40. Et qu'on ne justifiera de l'investissement dans les stratégies de prévention que si elles sont aussi suffisamment innovantes. Mais aujourd'hui, on est incapable de discuter de cette question-là dans notre pays. On en reste toujours avec la même quantité d'argent mobilisé sur la prévention de manière extrêmement limitée par rapport au curatif. Et malgré les efforts qu'a pu déployer Jean-François Toussaint, on n'a pas renversé significativement ce choix-là, quoi, de basculer plus d'énergie et plus d'investissement sur la prévention. Emmanuel Vigneron. Merci. Ça marche, ouais. Un mot, ce que vous dites, Christian et Gérard, là, en réponse à la question qui nous est posée, me paraît être une réponse de fond, sur le fond, ce qu'il conviendrait de montrer, quand la question me paraissait porter plutôt sur la forme et sur les moyens de parvenir à ce que nous voulons. Et de ce point de vue-là, je remercie la personne, je ne vois pas bien avec les spots là, c'est vraiment une question très intéressante pour nous. Il nous tend la perche.
celui qui a posé la question. Je ne vais pas faire une réponse sexiste idiote du genre de savoir si c'est Nicolas Hulot ou NKM qu'il faudrait pour débloquer la situation. Mais je voudrais souligner plutôt le rôle dans cette affaire-là que chacun d'entre nous a pu voir du GIEC, le groupe international d'études du climat. Et qu'est-ce que le GIEC, sinon une réunion par la puissance publique, en dehors des cadres traditionnels de la recherche, longtemps, moi j'étais longtemps à l'IRD, l'ancien Orstom, où il y a beaucoup d'océanographes, climatologues, etc., longtemps en but à ces organismes classiques de recherche. Le GIEC se démarquait, le GIEC était suspect de pas forcément la meilleure des sciences, puis on s'est aperçu finalement que tout ce qui comptait dans les sciences du climat était au GIEC, les meilleurs. Et finalement, c'est par la liberté d'études, de ton, par la recherche du consensus social qui s'exprime au sein du GIEC, qu'on est arrivé à faire passer dans l'esprit de nous tous, ici il y a sans doute peu de gens spécialistes du climat, en tout cas moi je ne le suis pas, de faire passer dans nos esprits des vérités, enfin des informations scientifiques, disons, parce que les vérités scientifiques c'est un problème, mais des informations scientifiques peu réfutables ou non réfutées en l'état actuel. Total, c'est par la libéralisation de la parole scientifique que la communauté, la société dans son ensemble, nous tous, avons pris pleine conscience de l'impact potentiellement dramatique du changement climatique et donc de l'impact en retour positif pour l'économie des réponses que l'on pouvait apporter à ce changement climatique, ce qui a conduit au Grenelle. Donc, c'est très important, me semble-t-il, monsieur qui avait posé la question, je vous remercie de souligner ça. C'est un plaidoyer pour une recherche scientifique libre qui, à mes yeux, compte tenu de ce qu'est l'université aujourd'hui en France, n'a pas forcément légitimité à se dérouler uniquement dans les cénacles universitaires, mais selon les canons universitaires les plus purs, en revanche, dont votre étude faisait montre, à se dérouler partout, cela est possible, et ici peut être un lieu, si tels travaux devaient se prolonger, ce que je souhaite éminemment, peut être un lieu de mise à l'épreuve de faits, d'informations, de discussions. Alors, excusez-moi, j'en termine, mais c'est plus important peut-être qu'il n'y paraît. Enfin, j'ai la faiblesse de croire que c'est important. C'est pas mon pacemaker qui sonne, hein, c'est à vous là. C'est sur quel sujet travailler. Comment, qu'est-ce qui pourrait être l'équivalent de cette gifle des 5 degrés à un siècle que nous avons tous lu en page 9 ou 10 du Monde? C'est ça qui a fait le déclic. C'est quoi le déclic? Le déclic, il a peut-être été évoqué par Benoît Péricard quand il a posé la question de la sonde urinaire, qui n'était pas pour lui mais pour un proche. Quand Laurent Elgozi s'est levé et a posé ses questions en tant qu'élu, ou quand plusieurs d'entre nous ont pris la parole ce matin. On en est à un moment de la démonstration où on comprend de mieux en mieux que le progrès ne vaut que s'il est réellement partagé. C'est pas neuf, hein, on a dit, ça vient d'Aristote, mais enfin, on a un peu le couteau sous la gorge. Et pourquoi on le comprend mieux aujourd'hui? Eh ben, c'est comme l'emballement du climat. C'est parce qu'il y a, bizarrement, alors que tout notre pacte républicain est bâti sur l'idée du progrès commun, on est à un moment donné où des inégalités se creusent. Inégalités qui ont été démontrées dans les années 50 en France, hein, c'est de là que datent ces travaux qui étaient des plans à l'INSEE, sur les inégalités de mortalité entre l'instituteur et l'ouvrier agricole. C'était les deux extrêmes de la hiérarchie sociale de l'époque. 12 ouvriers agricoles, il n'y en a plus, et instituteurs, il n'y en a plus beaucoup. C'est des professeurs des écoles maintenant. Et inégalité géographique. Laurent, il a dit entre Nanterre et Nancy. Non, entre Nanterre et Neuilly. Mais tu pourrais le dire entre Nancy et Neuilly ou entre le nord et le sud. Des inégalités qui non seulement ne se réduisent plus, mais ont tendance à se creuser. Je crois, mesdames, messieurs, et messieurs les industries pharmaceutiques, mesdames, qu'un bon moyen de montrer l'intérêt d'une relance de l'investissement en santé serait
C'est un peu compliqué et ça peut être jugé même un peu spécieux, un peu sophiste, un peu chantourné, contourné comme raisonnement, mais pas tellement. Un moyen de relancer, de justifier l'investissement en santé serait de montrer que, ayant pris conscience que il ne vaut que s'il est partagé, de montrer qu'il y a des inégalités dont Laurent, par exemple, élu et PH, chirurgien PH à Nanterre, a parlé, c'est de montrer que ces inégalités sont inacceptables. Tu as dit, Christian, inaudibles, inentendibles, parce que peut-être on parle comme ça en parisien, mais dans la banlieue ou la province profonde d'où je viens, on dira inacceptable ou intolérable. Et tu nous rejoindras évidemment sur ce point, comme Guy, qui ne peut pas supporter que le monsieur de 80 ans qui doit avoir une prostatectomie radicale meurt, tu l'as dit, 3,7 fois plus dans sa campagne profonde que à l'Institut Montsouris, où tu nous invites tous à te rejoindre, c'est ça, le jour où il y aura besoin. Alors, qui souhaitait intervenir, monsieur? Oui, Jean-Yves Méret, AstraZeneca. Juste une question pour peut-être rebondir sur ce que vous disiez. Quand on regarde l'efficience du système, est-ce qu'aujourd'hui, par la recherche d'efficience, on ne va pas justement vers un seuil d'inégalité qui serait accepté ou acceptable, ou un seuil d'inégalité à définir? Je pense notamment au système des systèmes américains, anglo-saxons ou autres, et que c'est la définition de ce seuil qui va poser problème dans les années à venir. Et le deuxième point, c'est une remarque concernant le débat citoyen. Là, je parle en tant que citoyen. J'ai un petit peu peur du syndrome Ryanair. C'est-à-dire que autour de moi, les non-fumeurs aujourd'hui vont peut-être mal accepter qu'on investisse des centaines de millions d'euros pour le cancer du poumon. Les gens qui sont, je dirais, longilignes, d'investir des milliards dans l'obésité, etc., etc. Donc ce débat citoyen est nécessaire, mais ce syndrome-là est aussi assez présent dans la population française et de manière plus générale. Alors, oui, Philippe.